Une fois par mois, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. À la Cantorade et aussi notre territoire en vie du Conseil de développement. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Armel Clément Mensa. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Bernard. Qui est biologiste, chercheur au Bénin et qui est en visite en France dans le cadre d'un colloque sur l'économie sociale et solidaire, je crois, c'est ça ? C'est bien ça, à Bordeaux. Et donc, ça va vous permettre, et ça permet, et vous le faites effectivement, d'intensifier la coopération scientifique et technique entre la Bretagne, probablement, n'est-ce pas ? Peut-être la région bordelaise également, et le Bénin, en ce qui concerne les cultures maraîchères, n'est-ce pas ? Exact. C'est ça. Nous aurons le plaisir d'être aussi en dialogue avec Hervé Le Gall, qui est du Morbihan et qui est du réseau Bretagne Solidarité, n'est-ce pas ? C'est ça ? Réseau Bretagne Solidaire, oui. C'est ça, d'accord. Donc, il pourra intervenir quand il voudra. Et notre ami Jean-Marc Van Hout, que l'on connaît tous, et qui intervient souvent ici sur Radio Laser et dans le cadre d'émissions en rapport avec le vivre ensemble, en rapport avec l'agriculture. Bonjour Jean-Marc, rebonjour en tout cas. Merci Bernard. Et donc, les cultures maraîchères au Bénin sont un secteur agricole tout à fait vital, qui permettent de nourrir, en tous les cas, la population. Et donc, il y a un système traditionnel dans les cultures maraîchères ? Oui, effectivement, il y a un système traditionnel dans le culture maraîchère. Vous savez, lorsque vous venez au Bénin, et si vous combinez le système de production, vous allez voir que nous avons des variétés locales. Et au niveau de ces variétés locales qui sont produites dans un système pluvial qui utilise très peu d'intrants chimiques, donc c'est le système le plus dominant. À côté de ce système, vous avez également ceux qui utilisent des variétés améliorées. Et du coup, ils sont obligés, puisque ces variétés améliorées sont des variétés très exigeantes, du coup, ils sont dans un système irrigué et qui ont besoin d'apport de fertilisants, d'engrais chimiques. Donc, ce système aussi existe. Et nous avons aussi ceux qui font, aujourd'hui, qui s'intéressent un peu à la pollution biologique en utilisant soit des variétés locales ou bien des variétés améliorées. Donc, il y a ces cohabitations de ces différents systèmes. Et ceci peut s'adapter sur le système pluvial, sur le système de bas-fond ou le système de décrue. Voilà un peu les systèmes qu'on a. Ce sont des petites exploitations ou des grandes exploitations en général ? Généralement, puisque la population agricole, c'est 70% de la population. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, vous rencontrez généralement de petites exploitations au niveau du Bénin et qui s'investissent dans la production maraîchère. Ce sont des petites exploitations, mais elles sont reliées entre elles au niveau de coopératives, non ? Oui. Oui, ces dernières années, il y a les réformes qui ont exigé que ces exploitants se retrouvent en coopérative. C'est ainsi que vous avez la FENOMA, qui est la Fédération nationale des maraîchers du Bénin. Et aujourd'hui, tel que c'est organisé, vous avez une coopérative au niveau de la commune. Un certain nombre de coopératives au niveau de la commune se retrouvent pour faire la fêtière au niveau départemental. Et maintenant, c'est l'ensemble au niveau départemental, elles se réunissent maintenant pour faire la fêtière au niveau national, pour pouvoir bénéficier de certains avantages. On parle aussi de système mixte au Bénin, c'est-à-dire du traditionnel et de l'exotique. Oui. Quand on parle d'exotique, faut me corriger, hein, je suis pas un spécialiste. Ça veut dire que les graines viennent de l'étranger. De l'extérieur, effectivement. En fait, dans le système de production, il faut avouer que
Nous avons les semences paysannes qui sont des semences à pollinisation libre dont nos producteurs peuvent récupérer eux-mêmes les semences. Ils font l'autoproduction. Ces semences ne les empêchent pas de les reproduire à tout moment parce que c'est des lignées fixées. En ce qui concerne les cultures que nous qualifions de cultures exotiques, c'est le cas par exemple de la laitue, c'est le cas de la carotte, du chou. Ce sont des semences pour lesquelles nos conditions climatiques ne permettent pas d'aller jusqu'à l'obtention, la multiplication de ces semences dans nos conditions. Mais même lorsque ces spéculations montent en graines, ce ne sont pas des semences fiables. Donc, il y a ce système traditionnel et ce système exotique qui cohabitent et ça fait partie même des cultures les plus prisées sur le marché, les cultures maraîchères. Maintenant, après ces petits éclaircissements, en tous les cas pour moi, des grands en tout cas pour moi, on va quand même vous présenter, n'est-ce pas ? Et pour vous présenter, je vais vous demander de le faire vous-même en vous posant quelques petites questions quand même pour aider les choses, quoi. Vous avez choisi cette voie, vous avez fait un baccalauréat là-bas au Bénin. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette voie ? Vous auriez pu choisir l'aspect animal plutôt que l'aspect végétal. Vous étiez intéressé par la biologie de toute façon déjà, sûrement. Oui. Il faut avouer en effet qu'il y a eu un cursus agronomique. J'ai fait l'agronomie et après mon diplôme d'ingénieur agronome, déjà j'ai rejoint le monde de la recherche en tant qu'assistant de recherche dans les années 2004. Et je me suis beaucoup plus focalisé sur le développement des cultures maraîchères depuis cette période et à travers la biologie, la physiologie et l'amélioration variétale de ces spéculations. Mais vous vous êtes spécialisé parce que vous le vouliez ou finalement ce sont les circonstances de la vie plus ou moins qui vous ont amené à vous diriger vers l'aspect culture maraîchère? Non. De mon côté, c'était une passion et une passion pour moi de m'investir dans la recherche agricole. Et depuis que j'ai commencé mes activités de recherche, je suis resté dans le domaine de l'horticulture, principalement sur les cultures maraîchères. Et aujourd'hui, j'ai en charge au niveau de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin le programme de recherche sur les cultures maraîchères que je dirige depuis 2017. Oui, quand même. J'aime bien aussi remonter le temps aussi pas mal quand vous étiez petit, enfant. Vous vous intéressiez à la nature, à ce qui était autour de vous, comment vous étiez. Est-ce qu'il y a des racines au départ qui vous ont amené à aller dans cette direction finalement? J'étais toujours intéressé par la tomate. Déjà tout petit? Petit. J'ai voulu comprendre parce que, vous savez, la tomate, on peut dire que c'est à la fois un fruit et c'est à la fois un légume. Oui, alors tiens, justement, ça tombe bien. Encore, moi je suis un naïf. Quelle est la différence entre... Pourquoi on va dire que la tomate est un fruit et pas un légume? Quelles sont les raisons pour dire cela? Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Et vous savez, lorsque vous prenez la définition de l'horticulture dans Harvesting Soon, c'est dit que l'horticulture, c'est l'ensemble des productions des plantes ornementales, des fleurs, des fruits et des légumes. C'est au niveau des légumes qu'il y a une complexité parce que dans les légumes, on distingue encore les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes graines et les légumes racines. Oh là là. Lorsque nous revenons maintenant au cas typique de la tomate, qu'on considère comme légume fruit, effectivement, sur le plan botanique, lorsque vous prenez la tomate, c'est issu de l'ovulation de l'ovaire qui donne la baie et qui contient des graines. Donc, sur le plan botanique, la tomate est un fruit. Mais lorsque vous revenez à l'usage qu'on a fait sur le plan culinaire, qui rentre dans la préparation de beaucoup de mets, en ce moment, la tomate devient un légume. C'est ces deux noms qu'on donne au fruit de la tomate, légume, fruit. Merci de cette explication, quoi. Et donc, vous avez donc développé cela et vous avez fait une thèse qui était justement axée sur la tomate, puisque le titre de cette thèse, c'était « Amélioration des systèmes culturaux pour une meilleure production de la tomate au sud
Bénin. Voilà. Alors, simplement, on demande très souvent à des étudiants, par exemple, vous n'êtes plus un étudiant maintenant, Oui. vous êtes... Mais d'être capable de résumer. Vous savez qu'en France, il existe une compétition ma thèse en 180 secondes. Donc, est-ce qu'en 180 secondes, même pas, vous pouvez nous expliquer ça? Oui, en effet. Il faut reconnaître que c'est la principale culture maraîchère produite au Bénin du point de vue superficie emblavée, du point de vue production. Mais malheureusement, au sud du Bénin, à certaines périodes de l'année, nous sommes confrontés à la rareté de la tomate et il arrive même des fois que le Bénin est obligé d'importer de la tomate des pays limitrophes tels que le Nigeria, le Burkina Faso. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai mis l'accent sur comment améliorer les systèmes de production pour quand même augmenter sa productivité. Et dans un premier temps, nous avons analysé l'état de la fertilisation, et comment fractionner, comment apporter les engrais à différents stades de développement de la production de la culture pour intensifier sa production. Dans un second temps, nous sommes confrontés à des problèmes de maladies. Les variétés locales deviennent sensibles à des maladies nouvellement introduites dans notre contexte. Donc, nous avons criblé un certain nombre de variétés pour voir si on peut introduire de nouvelles. Et par rapport à la période où je dis que nous n'avons pas de tomates, nous sommes principalement confrontés à une élévation de la température dans notre condition parce qu'il fait chaud le jour, il fait chaud la nuit, alors que la tomate a besoin d'un écart de 10 degrés pour que les fleurs puissent se nouer et se transformer en fruits. Donc, pour répondre un peu à cela, nous avons testé différentes dates de repiquage pour voir comment cette date de dépiquage peut permettre d'étaler la production dans le temps pendant cette période où nous n'avons pas la tomate. Et la même période, on est confronté à la piluration des moules franches qui sont des piqueurs suceurs qui transmettent la virose, tomato leaf curl virus. Vous savez, il n'y a pas de produit pour lutter contre les virus. Donc, du coup, comment l'effet des dates de repiquage peut permettre d'échapper à la forte pression et de rester dans la progression. Donc, nous avons... Et mieux encore, nous sommes allés plus loin. Nous avons comparé la production de tomates de plein champ. Nous avons introduit, est-ce que dans nos conditions, il était possible de produire la tomate sous abri. Et ça nous a amené à tester différents types d'abris à base de matériaux locaux. Et même on est allé maintenant vers des serres. Et les résultats ont montré que déjà dans nos conditions, il fait chaud. Et lorsque vous abonnez encore une serre à l'intérieur de la serre, vous avez l'effet serre qui augmente encore la température. Donc, il va falloir introduire un système de refroidissement. Et du coup, le coût de cession de cette tomate produite sous abri revient excessivement serre. Il faut vraiment avoir un marché de niche où déjà, par contrariation, lorsque vous produisez ces tomates qui sont un peu plus chères, que ça soit directement pris. Voilà un peu ce que nous avons fait dans le cadre de notre thèse. Dans votre thèse? Oui. Donc, finalement, vous avez amélioré la production? Oui. Oui. Dans un premier temps, les essais que nous avons effectués au cours de la période en testant différentes dates de repiquage nous ont permis de montrer que vous pouvez faire des dates de repiquage. Les dates de repiquage précoces et tardives permettent d'avoir de la disponibilité de la tomate au cours du temps. Voilà un peu ce que nous avons fait. Et malgré tout, c'est vrai que c'est un gros problème, l'augmentation de température oui. Qui touche de plus en plus l'Afrique. Hein. Surtout dans un contexte de changement climatique, oui. C'est un gros problème. Et donc, comme vous dites que vous utilisez des serres, mais il faut les climatiser, enfin, il faut abaisser la température. Oui, les serres que nous avons utilisées, c'est des serres où nous n'avons pas réglé ni la température, ni l'humidité. Donc, c'est des serres où nous avons juste sous l'environnement du milieu, voir comment se comporteraient les plants de tomates dans un environnement pareil. Mais ces études nous ont ramené par la suite. Nous avons dû introduire maintenant des panneaux solaires avec des brasseurs pour pouvoir rafraîchir un peu l'intérieur de ces serres. Voilà. Peut-être qu'à cause de cette élévation de température, ce qui va être le cas aussi dans
dans les pays tels que la France, probablement aussi. Vous avez des équipes, vous ou aussi ailleurs, qui consistent à essayer de modifier les tomates, mais c'est pas que les tomates aussi d'ailleurs, de façon à mieux les adapter à ces circonstances nouvelles qui vont apparaître. Vous le faites ça ou ça se développe? Bon, il faut dire que au Bénin, l'amélioration variétale telle que ça se passe, nous collaborons avec des universités sur le plan international. Et généralement, comment ça se passe? Ces universités essaient de créer ces variétés. Ils nous envoient et nous, dans nos conditions climatiques, nous faisons des tests de criblage. Et c'est à la fin de ces essais de criblage, des essais d'adaptation, que nous identifions maintenant les variétés qui sont adaptées. Et nous commençons d'abord en station. Lorsque vous finissez, vous pouvez cribler une quarantaine, une cinquantaine de variétés, mais vous n'apportez pas toutes ces variétés en milieu paysan. Peut-être sur ces 40, vous amenez peut-être une dizaine, que vous testez maintenant avec les producteurs. Donc, ça rentre dans un contexte d'essai en milieu paysan sous gestion chercheur. Vous retournez une deuxième fois pour mener maintenant le même essai sous gestion paysanne. Et à la fin du processus, nous faisons ce que nous appelons sélection variétale participative. Ça veut dire que les producteurs qui ont conduit l'essai, on les invite, de même que d'autres qui ont vu l'essai et ceux qui n'ont pas vu. Et ensemble, dans la période, ils essaient de voir et de choisir, de sélectionner maintenant quelles sont les variétés qu'ils jugent vraiment intéressantes sur la base d'un certain nombre de critères que eux-mêmes producteurs ils formulent. Donc, la manipulation du matériel génétique, nous ne le faisons pas fondamentalement au niveau du Bénin. Donc vous êtes chargé de recherche, je crois, Oui. dans le cadre de l'équivalent de l'INRA en France à peu près. L'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique ici, quoi. C'est la même chose à peu près, quoi. Oui, chargé de recherche. Et donc vous êtes, ce que je viens d'entendre en tout cas, en relation avec les producteurs, avec les paysans. Oui. Oui. Donc la collaboration se passe bien, le dialogue se passe bien. Oui, nous travaillons. Le chercheur ne peut pas exister sans le producteur, parce que tout ce que nous faisons, c'est nous développons des technologies à l'endroit de nos producteurs, et nous-mêmes nous sommes producteurs et nous collaborons avec eux. Donc cette collaboration, puisque tout ce que nous faisons, c'est ensemble avec ces producteurs que le produit final, la technologie finale. Si le producteur ne dit pas que c'est intéressant, et mieux encore, si c'est pas encore rentable, le producteur, la technologie ne passe pas. Donc, nous avons de très important ce dialogue, oui, bien sûr. Oui. J'ai vu aussi que vous avez plusieurs axes de recherche. Vous en avez 3. Oui. Vous pouvez nous les énumérer Oui, merci. En fait, nos activités de recherche se focalisent dans un premier temps sur la lutte variétale. Nous avons également l'intégration, la lutte intégrée et la protection physique et la gestion du stress salin. En ce qui concerne la lutte variétale, comme je vous le disais, nous collaborons avec le Centre mondial des cultures maraîchères qu'on appelle WorldVeg pour introduire des variétés et nous testons et surtout des variétés à pollinisation libre. Ce centre de recherche se trouve, c'est un centre mondial. C'est un centre mondial basé à Taïwan. D'accord. Et ils ont actuellement un centre régional qui est basé au Bénin et c'est un intérêt pour le Bénin d'avoir ce centre. Donc, nous partageons du matériel génétique pour permettre d'améliorer les différentes variétés et nous mettons vraiment l'accent sur les variétés à pollinisation libre pour permettre à nos producteurs semenciers de pouvoir multiplier les semences de ces variétés dans nos conditions. Mais nous collaborons par moment puisqu'il y a des maladies pour lesquelles les variétés locales ne peuvent pas résister. Donc nous collaborons avec d'autres firmes étrangères pour introduire des variétés résistantes au flétrissement. Donc ça, c'est ce que nous faisons au niveau de la lutte variétale. Lorsque vous venez au niveau de la lutte physique, vous savez, les cultures maraîchères, c'est des cultures que nous consommons des fois frais. Et ces cultures sont sujettes à beaucoup d'attaques des bioagresseurs. Et nos producteurs, généralement, ils utilisent des produits phytosanitaires. Oui. Et il y a un risque de présence de pesticides, de résidus de pesticides sur ces cultures maraîchères. Comment éviter ça? Pour éviter, nous, on a développé plusieurs approches. Nous avons introduit l'utilisation des filets anti-insectes. Et ça permet, surtout sur le chou, particulièrement sur le chou,
et on recouvre ces cultures de filets anti-insectes, ça réduit drastiquement l'utilisation des pesticides. Autre approche que nous avons aussi vraiment diffusée dans nos conditions, c'est l'utilisation des plantes à propriété insectifuge. Si vous prenez le basilic tropical, c'est une plante dont l'odeur repousse, donc par le biais des associations, que ça soit alterné ou encadré, nous les utilisons pour permettre aux producteurs de réduire quand même l'utilisation de ces pesticides. L'autre aspect que nous avons abordé par rapport à nos thèmes de recherche, c'est la gestion du stress salin. Vous savez, en dehors des attaques biotiques, et nous avons aussi des attaques non biotiques qui ne sont forcément pas dues aux insectes, telles que le stress salin, la présence du sel dans l'eau. Le sel NaCl, ouais, voilà. De sodium. Voilà. Donc, ceci, des fois, ça agit sur le développement de nos espèces maraîchères produites. Par exemple, le développement, au lieu que les feuilles soient bien développées, les feuilles se rétrécissent. Au lieu que les fruits grossissent, les fruits sont petits. Donc, par des pratiques culturelles, nous amenons les producteurs à voir quelle méthode adopter, le paillage et l'apport du sulfate de potassium, du calcium pour pouvoir remédier un peu à cela. Nous avons beaucoup travaillé sur ce secteur pour aider nos producteurs. Quand vous parlez du stress salin, oui, c'est parce que le Bénin est au bord de l'océan, c'est ça? Oui. Et donc vous avez des infiltrations au niveau de la zone côtière du sud. Surtout la zone côtière. Hein. Nous avons le golfe du Bénin où nous avons la mer, oui, où nous avons cet échange avec les bas-fonds et la nappe phréatique à ce niveau. À des moments donnés de l'année, en saison pluvieuse, l'eau est diluée, la nappe phréatique est diluée puisque avec la pluie, donc on a moins de problèmes de salinité. Mais lorsque nous rentrons en saison sèche, la concentration du sel augmente dans la nappe phréatique et comme c'est l'eau d'irrigation, du coup, on a un effet vraiment sur... J'ai une petite question à vous poser, oui, un peu peut-être pas trop sympa, je sais pas. Finalement, quand vous modifiez une espèce végétale, quelque part, c'est un organisme génétiquement modifié que vous fabriqué, entre guillemets. En bref, un OGM, ce mot-là, je le prononce là. Oui. Merci. Bon, nous, particulièrement, et au niveau du Bénin, vous savez, depuis les années 2000, le Bénin a un moratoire sur les OGM. Donc, c'est pas autorisé dans nos conditions. D'accord, oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Voilà, donc c'est pas autorisé de manipuler. Et je vous ai dit que nous collaborons avec d'autres institutions. D'accord. Et j'ai mis l'accent sur les variétés aussi à pollinisation libre. Oui, parce donc, oui, d'accord. Le Bénin a un moratoire sur les OGM. Oui, parce que ces OGM sont fabriqués, entre guillemets, dans des laboratoires américains ou autres. Exactement. C'est ça, hein. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. D'accord. Mais il y a un moratoire au Bénin sur les OGM. D'accord. Interdit l'entrée des OGM. On avait fini sur les axes. Oui. On avait eu la gestion du stress, là. Ouais, et donc là, je vais vous demander, vous poser un certain nombre de petites questions comme ça qui me sont venues à l'esprit pour préparer ce petit interview avec vous. Est-ce que les Béninois mangent beaucoup de légumes et surtout lesquels? Parce que je crois qu'on mange peu de poissons ou peu de viande au Bénin, oui ou non? Merci pour cette question intéressante. Merci pour cette remarque intéressante. Je me réfère aux recommandations de la FAO, qui est de consommer 400 grammes de légumes. Je pense que le Bénin, on est encore en retard, on n'a pas encore atteint ce seuil. On est en deçà. Donc c'est pour dire qu'au Bénin, on consomme encore peu de légumes et nous sommes en train de travailler à travers différents projets pour amener les gens à consommer plus de légumes. Actuellement, le taux de consommation de légumes, et puis il faut le notifier, l'accessibilité, la disponibilité des légumes aussi, il reste à améliorer tout ça. Quel est le régime alimentaire, disons, type d'un Béninois moyen, on va dire? Excusez-moi du terme moyen. Le régime alimentaire, c'est beaucoup plus les céréales, surtout le maïs. Le maïs qui est l'alimentation de base avec les racines et tubercules. Oui. C'est le régime alimentaire. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. On aimerait augmenter et amener, tel que c'est recommandé, de consommer 5 fruits et légumes par jour
Et donc, il y a des tentatives dans ce sens où des projets sont en train d'amener les vendeuses de rue, qu'on appelle communément, puisque c'est au niveau de ces gens-là que beaucoup de la couche de la population vont manger. Et donc, on les amène à intégrer dans les plats qu'ils proposent aux consommateurs, de mettre un peu de légumes pour pouvoir ne serait-ce augmenter. L'autre aspect aussi, il y a des projets maintenant, surtout l'État, qui est en train de diffuser la présence des cantines scolaires dans nos écoles pour permettre que depuis le bas âge, les élèves puissent avoir accès à la consommation des légumes au niveau de ces cantines scolaires qui est en train d'être promues. Comme vous le savez, il y a certains acides aminés qui manquent. Il y a des végétaux qui fournissent tous les acides aminés, mais pas tous. La viande et le poisson permettent de les avoir, mais il suffit de choisir des bons légumes, si j'ose dire, pour avoir les 21 acides aminés que l'on trouve dans nos protéines. Est-ce qu'il y a des problèmes de ce côté-là au niveau de la nutrition au Bénin ou pas? Oui. Déjà, même la façon de cuisiner, la culinaire, parce que oui. ces façons, des fois même, font dissiper, détruisent, je dirais, les éléments nutritifs. Parce que lorsque vous blanchissez trop et que vous jetez l'eau, c'est l'eau que vous avez jetée, c'est dans ça qu'on a plus les éléments nutritifs. Donc, il y a, à travers des projets, des sensibilisations pour apprendre surtout aux femmes, comment préparer surtout les cultures maraîchères qui sont des sources vraiment de protéines, tout ça, pour permettre de vitamines. Ça, c'est appris à l'école, c'est appris dans des centres éducatifs, même pour adultes aussi, non? Oui. Oui, à travers les projets, on le fait à travers des regroupements de femmes, des groupements au niveau des groupements. On invite des groupements de femmes. Et au niveau des centres de formation sociale aussi, on invite les femmes pour leur apprendre comment cuisiner, surtout les légumes, pour ne pas perdre les recherches en éléments. Oui, c'est important. Hein. Oui, très important. Et même au niveau des cantines scolaires dont je viens de vous parler, ces femmes qui préparent pour ces élèves, on leur apprend comment préparer les légumes pour ne pas perdre ces éléments. Donc, l'accent est mis là-dessus. Autre aspect également, je passe sur autre chose en quelque sorte. Est-ce qu'il existe des réseaux pour favoriser le commerce local, les relations clients-producteurs, en bref, un commerce équitable et l'aspect bio, je crois, est aussi un souci, je sais, de votre part également. Oui. Oui, alors comment les choses se passent là? Il faut avouer quand même que ces dernières années, on note un essor au niveau de ce que nous pouvons appeler l'agriculture pour le maintien de l'agriculture paysanne, des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et comment ça se passe? C'est un système où il y a des contrats que vous signez avec le producteur, donc qui garantit la production, et vous avez des paniers hebdomadaires. Des paniers, oui. Hebdomadaires, donc en fonction de la disponibilité de légumes, vous pouvez 2 ou 3 fois par semaine, vous avez droit à des paniers de légumes. Donc ces contrats aujourd'hui, à travers des circuits vraiment très courts, permettent, et ça c'est beaucoup plus court, le coût. Ouais. Dans les petites villes, dans les campagnes, dans les grandes villes, partout? C'est beaucoup plus ça au niveau des villes. D'accord. Au niveau des villes. Dans les campagnes, dans les campagnes, c'est pas encore très développé. Oui. Parce que l'agriculture au niveau des campagnes, c'est beaucoup plus extensif. Mais au niveau des villes, c'est vraiment intensif. Donc, intéressant. Oui. Très bien. Donc, vous savez qu'en Bretagne, on le développe aussi maintenant. Aussi, hein. Ok. Ça commence à commencer. Tout à fait. Hein. Ça, c'est important. Hein. Je voulais vous demander également, est-ce qu'au niveau des financements, vous êtes content, là, vous êtes bien financé au niveau de la recherche aussi, mais aussi au niveau de l'aide aux producteurs. Est-ce qu'il y a de l'argent? Comment les choses se passent? C'est le nerf de la guerre. Toujours. La recherche au Bénin, c'est vrai, il faut reconnaître que ces dernières années,
Et on note un regard de l'État, du gouvernement au niveau de la recherche, mais on aurait souhaité que ce qui est retenu au niveau régional, par exemple, c'est dit que chaque pays doit au moins allouer ne serait-ce 10% à la recherche, mais on n'a pas encore atteint ce niveau. Même les stratégies qui sont développées pour permettre à ce que certaines cultures de rente, on puisse dégager un petit taux pour pouvoir financer la recherche, ce n'est pas encore mis en application. Donc, l'autre côté aussi, étant donné que nous avons de petits producteurs qui sont des maraîchers, on n'a pas de la part de ces producteurs, ils n'ont pas les capacités pour financer la recherche. Donc, c'est toujours la recherche par le biais des partenaires étrangers sur le plan international, les réseaux que nous avons qui nous permettent d'identifier des financements pour pouvoir mener des activités de recherche à l'endroit de nos... Vous avez dit que en général, ce sont des petites exploitations. Il y en a des plus grandes quand même Oui, il y en a de plus grandes, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Si vous prenez la taille de nos exploitations, les grandes exploitations, il y a surtout au niveau de certaines villes périphériques, vous avez quand même des grandes exploitations qui arrivent à fournir un peu de produits maraîchers aux grandes villes. Mais la grande majorité, c'est de petites exploitations agricoles. D'accord. J'ai pas bien compris là en lisant ce que vous faites. Le partenariat avec DP d'Ivco-Zeiss. Non, le DP d'Iveco6. Le DP d'Iveco6. En fait, il faut l'Institut national des recherches agricoles du Bénin et en partenariat avec le CIRAD qui est en France. Le CIRAD a un certain nombre de... Le DP, c'est un dispositif en partenariat qui réunit des acteurs du monde de la recherche et du monde de l'enseignement universitaire. D'accord. Donc, dans le cadre du DP d'Iveco6, et dont je suis membre, nous mettons particulièrement sur l'agroécologie pour la santé des plantes et des sols. Donc, à ce titre, nous sommes une douzaine d'institutions du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, voilà, et sous le couvert du CIRAD, que nous menons des activités et dans le sens de l'agroécologie, ne serait-ce pour apporter des solutions à nos producteurs. Donc, c'est l'objectif du DP d'Iveco6 et c'est porté par le CIRAD. Alors, c'est une question un peu bateau, peut-être ça. Comment vous voyez l'avenir des cultures maraîchères ? Vous êtes au Bénin, vous êtes optimiste, vous sentez qu'il y a d'autres, vous êtes jeune, hein, mais il y a d'autres jeunes qui arrivent aussi et qui vont bien prendre la suite ou bien continuer ce que vous faites très bien actuellement. Déjà, avec depuis 2016, avec l'arrivée du régime en place, on a constaté quand même que les filières, les cultures maraîchères ont été portées au rang de filières à promouvoir. Donc c'est déjà un grand pas. Oui. Et le gouvernement, je vous disais, a signé un accord avec un partenariat avec le FIDA. Et ils ont mis en place le projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin, le PADMA, qui est un projet qui essentiellement focalisé sur le développement des cultures maraîchères. Nous sommes dans la deuxième phase d'extension de ce projet. Et du coup, nous avons aussi la chance d'abriter au Bénin, et à l'entame, je vous l'ai dit, le World Veg Center, qui est le Centre mondial des cultures maraîchères, avec qui nous collaborons. Donc, cet ensemble essaie quand même de chercher des solutions à travers des projets et pour pouvoir booster le développement des cultures maraîchères. Et on espère que ça va porter un de ces quatre ses fruits. Pour nos auditrices et nos auditeurs, si certains veulent faire un stage dans des cultures maraîchères du Bénin, vous accueillez des jeunes éventuellement ou pas ? Oui, nous sommes un institut de recherche, donc nous avons... voilà, qu'on se le dise. Voilà, qu'on se le dise, voilà, des partenariats, des mobilités. Oui. On reçoit des étudiants, des stagiaires, aussi bien à l'international. Nous-mêmes, nous envoyons nos jeunes étudiants et ces genres de partenariats existent fortement au niveau de l'IRAP. Alors, en général, quand on finit une interview, on demande
notre invité, s'il a un message à adresser aux auditrices, aux auditeurs, à qui vous voulez d'ailleurs de toute façon, mais un message particulier que vous auriez à cœur de vouloir transmettre. Merci. Vous avez 20 secondes. Merci beaucoup. Merci. Il faut dire que c'est ma première fois au niveau de la région de la Bretagne. Oui. Et j'ai été sidéré par la solidarité que je vois au niveau de la population ici. Et, la dernière fois, on était sur un périmètre où j'ai vu comment des gens se donnent pour produire des légumes durables, pour produire des légumes sains. Et ces légumes sains sont mis à la disposition des acteurs, des démunis. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut peut-être répéter chez moi, par exemple, amener des gens volontaires qui peuvent vraiment, par mesure de solidarité, apporter un plus à la condition, pouvoir donner des légumes sains qui fournissent la santé et réduire la pauvreté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Armel, pour cet entretien, pour le beau travail que vous faites là-bas au Bénin. Et puis aussi, je reprends au bon ce que vous dites ici, en Bretagne, on essaye de faire les choses du mieux possible avec une alimentation la meilleure possible, avec des paniers aussi qui se développent, et donc avec des circuits courts également qui se développent également. Et donc, on espère que la coopération qui existe, puisque vous êtes là, et le dialogue va perdurer, s'amplifier avec des résultats les plus probants possibles pour les habitants de nos régions, de vos régions. Je sais que vous allez en discuter beaucoup à Bordeaux dans les jours qui viennent, et que il n'y a que par le dialogue que l'on peut arriver à faire des choses et à réaliser des choses, et notamment au niveau des cultures maraîchères. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Docteur Mensah, pour cet entretien qui, je suis sûr, va intéresser nos auditeurs. Merci beaucoup pour cette Merci. Au revoir à toutes et à tous, et passez un très 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 bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous, de la nature, et utilisez les aliments les plus sains possibles pour votre santé. C'est ce dont on vient de parler. Voilà, au revoir. Merci.